Bonjour à vous, merci d'être venu sur le plateau de France Info. Je précise aussi que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, à partir de 9 h, 2 motions de censure au programme suite au premier 49 alinéa 3 dégainé, comme on dit, par le Premier ministre. Alors, il y en a une déposée par la France Insoumise, on va parler de celle-là. À quoi bon? On sait que les socialistes ne vont pas la voter. Pourquoi vous avez déposé une motion de censure, j'allais dire à perte quasiment, puisqu'elle ne sera pas votée tout à l'heure? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de quoi bon, puisque nous espérons évidemment que certains socialistes et d'autres puissent voter cette motion de censure. À quoi bon? Parce que nous sommes dans notre rôle, celui d'une opposition conséquente face à l'escroquerie du budget qui nous est présenté. La première escroquerie, vous l'avez rappelé, c'est le 49.3, puisque d'abord, M. Lecornu s'était engagé à ne pas dégainer ce fameux 49.3. C'était d'ailleurs une victoire qui avait été brandie par le Parti socialiste, et c'est d'abord une grosse défaite. Ensuite, ce budget, c'est un budget qui ne correspond pas aux besoins de la population. C'est un budget de coupe budgétaire, c'est un budget austéritaire, et donc nous le censurons. Il n'y a rien qui a pu trouver grâce à vos yeux dans les, alors on va dire, entre guillemets, victoires que revendique le Parti socialiste, que ce soit sur la prime d'activité, que ce soit sur les repas dans les universités. Il n'y a rien dans ce qui a été obtenu qui aurait pu permettre, je ne parle pas de le voter, on sait très bien que le voter, c'est être dans la majorité, mais de ne pas aller jusqu'à obliger d'une certaine manière le Premier ministre à revenir sur sa promesse du 49.3 ? Eh bien, nous sommes obligés, en fait, de voter cette censure parce que ce budget est une escroquerie. Lorsque vous parlez des fameuses concessions, c'est-à-dire, par exemple, le repas à 1 euro, eh bien, ces 80 millions d'euros, ce sont des miettes par rapport au coût budgétaire. 80 millions d'euros, alors que le budget, par exemple, de la vie étudiante, depuis 2 ans, baisse. Il baisse de 200 millions d'euros. Concernant la prime d'activité, dans la mesure où nous avons 20 milliards de coupes dans les services publics, eh bien, elles seront... ça s'envolera en fumée, puisque ça coûte 800 millions d'euros. Ce sont des miettes. Et face à ces miettes, face aux besoins réels de la population, nous ne pouvons pas voter ce budget. Vous savez, moi, je suis élue dans une circonscription populaire. À Bondy, par exemple, lorsque j'ai fait la tournée des associations sportives, elles m'ont indiqué que la fin du passeport qui permet, par exemple, de financer des activités sportives, eh bien, ça pénalise de nombreuses familles. Lorsque l'on voit que le budget de la santé, alors le budget de la Sécu, c'est autre chose, mais 7 milliards de coupes dans la santé. Moi, j'ai un hôpital, Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, où des services ferment. Eh bien, face à ça, face aux besoins réels de la population, en termes de services publics, en termes de bouclier social, le compte n'y est pas et nous allons censurer ce budget. Alors, on verra en gros à 264 voix possibles sur votre motion de censure. Donc, la France Insoumise, écologistes, communistes, sans doute les voix du Rassemblement national et du groupe de M. Ciotti. Donc, il manque aujourd'hui, on va dire 24 voix, on verra bien tout à l'heure. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'affirmer une volonté pour les socialistes de se départir de la France Insoumise et pour vous d'être sur ce cheminement du chaos, de la volonté d'aller vers une présidentielle anticipée, ce qui a priori n'est pas prévu, voire d'une dissolution au-delà même du budget en tant que tel, qui est quand même important pour le pays. Mais d'abord, le chaos, ce n'est pas la France insoumise. Le chaos, c'est ce gouvernement qui est minoritaire. Il est minoritaire dans les urnes depuis 2024 et il gouverne. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Bah oui, mais enfin, c'est factuel. Sauf que tout le monde est d'accord, sauf que on nous dit que le chaos, c'est nous. Bah, le chaos, c'est pas nous. Le chaos, c'est d'abord un chaos démocratique, et puis c'est un chaos parlementaire. D'abord, l'utilisation du 49.3, le 29e, et ensuite un gouvernement minoritaire. D'ailleurs, un certain nombre de mesures qui seront contenues dans ce budget ont été votées par le Parlement. Ça fait partie parfois des mesures d'ailleurs revendiquées par le Parti socialiste. Je rappelle que lorsque nous avons voté le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ça a été voté par l'Assemblée dans son ensemble, ça ne peut pas être revendiqué par le seul Parti socialiste. Ceux qui se démarquent aujourd'hui, ce sont les socialistes, puisque cette motion de censure, ce n'est pas seulement la motion de censure du Parti socialiste, de la France insoumise, c'est la motion de censure qui est aussi portée par les écologistes et par le groupe communiste. Donc l'isolement est du côté du Parti socialiste, pas du nôtre. Alors allons sur le terrain de l'international, si vous le voulez bien, à l'instar de la une de Libération ce matin, où ils évoquent l'Ukraine, Gaza, le Groenland. Donald Trump sortirait de la piste pour jouer sur Davos, qui est une station de ski bien connue. Comment, si vous arrivez au pouvoir en 2027, peut-être Jean-Luc Mélenchon, s'il est candidat, comment contrer Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que le seul fait de parler du droit international suffirait à contrer quelqu'un qui n'en a pas grand-chose à faire? Alors, face à Donald Trump,
c'est la force du droit international qu'on doit quand même mettre sur la table au premier chef. Mais qui en parle Parce encore que, aujourd'hui du droit international? Eh bien, il y a certaines personnes qui sont conséquentes en termes de droit international. Il est vrai que le fait d'avoir laissé faire le génocide en Palestine a affaibli le droit international. Le fait de ne pas avoir suivi les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Hamas et contre Benjamin Netanyahou affaiblit le droit international. Et face à ça, la force du droit international doit jouer. Parce que ce qu'on constate, c'est que finalement, sur le continent européen, l'Europe a, d'une certaine manière, accepter une forme de vassalisation. On l'a vu déjà l'année dernière avec ce contrat commercial qui nous impose l'achat d'énergie fossile, cette imposition aussi d'achat de matériel militaire américain, cette imposition de budget orienté vers les dépenses militaires justement pour les Américains. Et donc, à partir du moment où nous avions reculé l'été dernier, il n'est pas étonnant que lorsque nous avons donné la main, Donald Trump prenne le bras. Et aujourd'hui, il faut donc sortir de l'Union européenne et externaliser ces sujets-là au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas dans l'Europe, c'est en dehors de l'Europe. C'est pas seulement ça. En fait, on a bien vu. On serait pas un peu seul Excusez-moi, mais en fait, on a bien vu, par exemple, que lorsqu'il a fallu soutenir le Groenland, qui a répondu? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui également, en fait, la France a répondu, si on parle de la... Alors, la France a répondu. Moi, je vous pose la question de si vous accédez au pouvoir, je parle de la France, que faire? Ce qu'a fait Emmanuel Macron Ce qu'a fait Emmanuel Macron, pour l'instant, il a refusé. Pour l'instant, il a refusé de participer à ce pseudo-conseil de la paix, qui est justement une alternative impérialiste de Donald Trump par rapport aux Nations Unies. Et c'est là que je veux en venir. La réalité, c'est qu'il faut... Voilà, qui mettrait fin à l'ONU. La réalité, c'est que sur ce sujet, par exemple, du Groenland, il faut absolument, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU et mettre sur la table la question du respect de la souveraineté des États associés également à l'Union européenne. Et c'est la prérogative principale. Et puis, je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu ailleurs, parce que le monde se recompose et manifestement, ce ne sont plus les États-Unis qui sont aujourd'hui protecteurs des pays européens, puisqu'on a le pays leader de l'OTAN, chef de l'OTAN d'une certaine manière, qui menace un membre de sa dite coalition. Donc, en fait, le compte n'y est plus. Alors, j'entends que, pour vous, l'une des solutions serait de sortir de l'Europe. On verra effectivement si c'est la loi du plus fort qui l'emporte dans les prochaines... sortir de l'Europe. Non, mais j'entends. Dans le concert des discussions internationales, je pense que... Voilà. Je ne retenais pas que ça, mais il faut bien un début, un élément fondateur. Alors, j'ai envie de vous parler des municipales. C'est après ce budget qui peut-être sera adopté, non pas voté, mais adopté après 3,49 alinéa 3. Important pour les municipales. Oui, bien évidemment. C'est pour ça que je vous en parle. Hier, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Toulouse pour soutenir des candidats. Alors, on ne va pas les citer parce que sinon, on ouvre la boîte des temps de parole. Il a dit qu'il voulait mettre en place une nouvelle France, celle de la diversité, et a utilisé à rebours le terme de grand remplacement, en disant que c'est des générations qui vont en remplacer une autre. C'est quoi cette nouvelle France de la diversité? Elle passe par une bataille contre les socialistes aussi, contre certains sortants, ou c'est une volonté pour les LFI de conquérir des villes? Je rappelle qu'à les dernières municipales, il n'y avait pas de liste de la France insoumise. C'est quoi cette nouvelle conquête? C'est préparer la présidentielle? Alors d'abord, c'est dire, lorsqu'on explique que des nouvelles générations doivent accéder aux responsabilités, ça veut dire que c'est la fin de la confiscation des responsabilités politiques d'une certaine manière. La nouvelle France, c'est quoi? C'est cette France qui est issue de notre histoire, de la colonisation et de l'immigration. C'est cette France des personnes LGBT, des pauvres, des personnes en situation de handicap, qui sont écartées des responsabilités politiques. Et donc, c'est une forme de lutte... Et qui ne votent pas, la plupart du temps? Nous avons réussi d'une certaine manière en 2022 et même lors des élections législatives à faire sortir justement cette nouvelle France qui se sentait reléguée. C'est un message qui va aussi vers vers les quartiers, des gens qui ne votent pas de manière générale. Des gens qui ne votent pas de manière générale. Et le message, c'est de dire que ce qui se fait pour vous doit se faire avec vous. Alors, il ne s'agit pas d'être contre tel ou tel. Nous allons à la conquête des municipalités parce que nous pensons que depuis les municipalités, nous pouvons évidemment donner des signaux très forts de ce que nous ferions en responsabilité nationale. Et nous aurons des listes à peu près partout. Et les villes n'appartiennent pas à leur maire.
faire. Nous avons des électeurs qui nous attendent et nous avons un projet à proposer. Nous serons candidats dans beaucoup d'endroits. Un dernier mot autour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, c'est une pré-bataille avant la présidentielle. Est-ce qu'il sera le candidat de la France Insoumise en 2027, une fois de plus ? Je pense qu'il réfléchit encore. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, j'ai réfléchi. C'est le candidat que je soutiens. Je pense que c'est le plus à même de nous amener vers la victoire. 22% en 2022. Je pense que nous serons beaucoup plus haut en 2027. Et par ailleurs, nous avons également une expérience politique institutionnelle qui nous permet de briguer les plus hautes fonctions.